Bonjour et bienvenue en direct de votre émission Le Vignoble a du style, une émission consacrée aux professionnels de votre région. Nous sommes donc en direct de Bière et Shop à Clisson et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien, directeur du zoo de la Boissière du Doré. Sébastien Laurent, enchanté. Bonjour Justine. Bonjour, alors la Boissière du Doré, c'est vos parents, donc vous avez repris le zoo de vos parents qui ont créé ce zoo en 1984. Est-ce que pour vous, c'était sûr que vous allez le reprendre ou est-ce que vous vous êtes posé des questions, vous aviez d'autres envies, c'était prédestiné? Je me suis jamais posé la question. Ça coulait de source. Je suis né dedans quand j'étais tout petit. On a ouvert le parc, j'avais 12 ans. C'était vraiment une toute petite structure familiale avec au début une soixantaine d'animaux sur 3 hectares. Et en 90, quand je me suis arrêté... J'ai arrêté l'école et que je me suis mis directement à travailler. À 18 ans, on avait déjà 280 animaux sur pratiquement 9 hectares. Et c'était encore une petite structure. Et puis ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu, mais avec toute la passion qu'on a pu y mettre dedans. Alors aujourd'hui, c'est combien d'hectares, combien d'animaux? Aujourd'hui, c'est pratiquement 1100 animaux sur 26 hectares. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez amené comme objet qu'on voit en fond, qui nous sert de décor aujourd'hui, puisqu'il est grand cet objet? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est la symbolique? Puisque à chaque émission, on demande de ramener un objet pour se dire, se décrire, se raconter. Pourquoi vous avez amené ce cadre? Alors ce cadre, il est tout simplement représentatif de l'animal qui a marqué l'histoire de la Boissière du Doré. Il est arrivé le 21 mars 89. Il est... je peux presque dire mondialement connu, puisqu'il a fait la une, notamment à ses 50 ans, il a fait la une du Bali Times en Indonésie, il a fait la une du premier canard aux Pays-Bas, il a fait la une du premier grand journal en Allemagne aussi, et puis évidemment toutes les unes françaises. C'est Major, c'est notre ancien mâle reproducteur orang-outan qui a battu tous les records. Il a eu tous les superlatifs, le plus vieux mâle reproducteur du monde, sans doute le plus gentil, et avec lequel surtout j'ai pu nouer une relation presque anormale, puisque c'est pas vraiment noté qu'on puisse aller comme ça rentrer avec un mâle orang-outan de pratiquement 140 kg. Et c'est devenu, je peux presque dire un ami. Il y en a que ça va sans doute choquer, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de peine à sa disparition le 26 septembre 2012. Donc il venait de fêter ses 50 ans et voilà, on a énormément communiqué sur lui. Des gens faisaient des centaines et des centaines de kilomètres pour venir le voir tellement il était unique. Et il nous a fait plein de bébés et aujourd'hui on a une des plus belles et une des plus grandes familles orang-outan d'Europe, avec évidemment un nouveau mâle maintenant. Mais voilà, ça reste une espèce phare de toute façon du parc de la Boissière et un animal extraordinaire. Alors on sent beaucoup de fierté par rapport à cette aventure. De quoi êtes-vous aussi très fier dans votre zoo et qu'est-ce qui symbolise pour vous ce zoo? Qu'est-ce qui est fort? Alors aujourd'hui il y a plusieurs choses. Une des premières choses c'est l'innovation qu'on a pu apporter dans la présentation des animaux. Aujourd'hui c'est plus les anciens parcs zoologiques, c'était vraiment montrer le plus d'animaux possible. Aujourd'hui on est vraiment sur des standards, on est hors standard en fait. On essaye de faire des innovations aussi dans la présentation et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc nous on s'est spécialisé dans la reproduction d'espèces très menacées dans la nature. Donc aujourd'hui non seulement on aide à la préservation de ces espèces en parc zoologique, mais surtout aussi in situ, c'est-à-dire dans le milieu naturel. Et ça c'est hyper important puisqu'aujourd'hui on aide plus de 20, on est rendu à 22 associations de conservation dans la nature sur la protection des espèces, mais vraiment dans leur pays d'origine. Donc on parle encore des orang-outans évidemment à Sumatra, mais on parle des rhinos en Afrique du Sud, des titis au Pérou, des lémuriens à Madagascar. Et tout ça, aujourd'hui, on est vraiment très fiers puisque ça prouve l'utilité des parcs zoologiques. C'est vraiment, encore une fois, plus montrer des animaux, mais justement, ce sont des animaux qui sont ambassadeurs de leurs congénères dans la nature. Et aujourd'hui, les gens sont bien conscients que, on vient voir des animaux, certes exotiques, dans un parc zoologique, mais c'est aussi pour apprendre des choses. Et on a un volet éducation qui est énorme. Aujourd'hui, on accueille plus de 12 000 enfants par an sous ateliers pédagogiques, que ce soit des centres de loisirs, centres aérés ou évidemment les écoles.
Et les gens, les instituts participent à ça, et on a vraiment un devoir d'apprendre des choses aux enfants. Et enfin, c'est l'avenir de demain de toute façon. C'est à eux de comprendre pourquoi l'impact humain est dramatique pour de nombreuses espèces, encore une fois, dont les orang-outans, mais pas que. D'accord, donc vous avez aussi, vous mettez en avant le management environnemental. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a, pareil, depuis de nombreuses années. On a été ISO 14001 pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, c'est une certification environnementale qui est importante, mais qui est très peu connue du public, et qu'on a dû abandonner par souci administratif, parce que c'est vraiment très 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 lourd. Mais par contre, ça nous a appris, et on a gardé ce qu'on appelle un QSE, c'est un service de qualité et de sécurité environnementale. Aujourd'hui, on a un service dédié à ça, sur le tri des déchets, sur l'économie d'énergie, sur récupérer l'eau de pluie. Voilà. On fait attention à ça, évidemment, tout ce qui est l'isolation des bâtiments, par exemple. Là, on a des projets pour des panneaux solaires. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on est aussi des vitrines pour les visiteurs et acteurs dans la protection de l'environnement, de A à Z. On parle évidemment beaucoup des animaux. Moi, j'adore aussi la végétation, et on ne fait jamais l'un sans l'autre. Et c'est vraiment la symbiose de l'animal et du végétal qui permet aussi de faire des économies d'énergie, qui fait des économies sur nos... Ouais, le moyen de chauffage, c'est évident que c'est un des premiers postes d'économie, mais aussi sur la préservation de l'eau. On voit aujourd'hui l'eau qui fait défaut dans plein d'endroits sur la planète, et l'eau va devenir une valeur très 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 rare dans l'avenir, et donc il faut protéger les ressources. Donc la protection de la terre, la protection de l'animal, le bien-être animal qui est au cœur... Oui, alors ça évidemment c'est un gros morceau aujourd'hui. On va maintenant sur des présentations qui sont de plus en plus extensives. Nous on a quelque part peu d'animaux par rapport à la surface du parc. Aujourd'hui, que vous avez fait agrandir depuis quelques années, voilà, ouais. on a agrandi le parc encore récemment. Le dernier parc à Lyon qui fait 1,8 hectare. La nouveauté l'année prochaine qui va être un énorme morceau. Là, on est dessus, c'est le nouveau parc à ours qui fera 2,4 hectares. Donc c'est vraiment grand. On a vu aussi l'impact que ça avait, ces grands enclos, en 2004 pour la première plaine africaine. C'était les 20 ans du zoo, où on a fait cette première grande savane pour les girafes qui faisait 3 hectares. On a fait celle des rhinos quelques années plus tard qui fait 5 hectares. Et on voit vraiment des gens qui sont conscients de ce que nous on peut faire pour les animaux. Et c'est vrai de voir des girafes mélangées avec d'autres espèces africaines, d'antilopes, d'autruches, etc., sur des immenses espaces. On entend souvent, on s'y croirait, et c'est ça qu'on veut montrer aux gens, c'est qu'on peut arriver à recréer des conditions les plus naturelles possibles. Alors certes, 3 hectares, c'est pas 3000 hectares non plus, mais ça reste des animaux qui vivent leur vie dans un état semi-naturel, et qui est en tout cas travaillé dans la mesure où ils puissent évoluer en groupe reproducteur sans se marcher les uns sur les autres. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'endroits multi-espèces, et je pense que ça c'est l'avenir. On a fait aussi des très grandes volières là, avec le spectacle, le spectacle d'oiseaux. Bon, ça c'est vraiment un volet pédagogique qui est très important. Mais on prend les dernières volières, la volière australienne par exemple, où on mélange des wallabies des rochers, qui est une espèce qui est très menacée dans la nature, avec des oiseaux australiens aussi. Donc voilà, on met tout ça ensemble et on s'aperçoit que le plus dur pour nous, c'est de gérer la nourriture, parce que chacun a évidemment des menus différents et mange à différents moments de la journée. Donc il faut trouver plusieurs stratagèmes pour que chacun puisse avoir sa part au bon endroit. Mais ça, c'est notre travail. Mais en tout cas, on a vraiment des comportements qui sont hyper naturels, et des interactions entre les espèces qui peuvent faire penser à ce qu'on peut observer dans le milieu naturel. Et donc ça, c'est vraiment... on arrive à boucler une boucle en tout cas, et à avoir des animaux qui ont des comportements, encore une fois, les plus naturels possibles. Donc divertir, certes, mais surtout sensibiliser. Sensibiliser. Je vois qu'il y a des ateliers, des ateliers photos, des ateliers autour de l'observation des animaux. J'ai vu aussi l'éthologie. Oui. Quelque chose qui est nouveau. C'est plus axé pour les étudiants, ça, mais c'est aussi un domaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur l'étude du comportement, mais pas que animalier. C'est ça qui est drôle aussi. On a eu des études qui ont été faites sur le comportement des visiteurs, par exemple. Ah oui. Et c'est plutôt, de fois, on a des surprises, mais ce qui est intéressant... C'est-à-dire une surprise, par exemple c'est que, il faut un peu surveiller les gens. Et parfois, on a beaucoup d'enclos en semi-liberté.
On a les lémuriens, historiquement, qui sont en liberté depuis très longtemps, les petits singes d'Amérique du Sud, les saïmirés aussi. Et on s'aperçoit que quand on met des surveillants dans ces parcs, puisque on s'y oblige, c'est plus pour surveiller les gens, des mauvais comportements que... Et c'est vrai que c'est tentant d'aller caresser des lémuriens, par exemple, des petites peluches qui font 4 kilos, on se dit « Ah, c'est trop mignon !» Pourtant, il y a des panneaux partout. Mais pourtant, il y a des panneaux partout qui interdisent ça, et c'est pas... parce on ne veut pas juste parce qu'on ne veut pas que les humains aillent mettre leurs odeurs sur les lémuriens. C'est déjà super chouette de pouvoir les voir dans la nature comme ça. Et c'est quoi le danger alors justement de caresser un lémurien? C'est qu'en fait, avec des odeurs humaines, entre eux, ils se reconnaissent moins. Oui. Et en fait, on crée des tensions parmi les animaux s'il y a des odeurs humaines sur l'un ou sur l'autre. Et eux ont déjà... Il y a des dominants, des dominés, donc ils ont déjà une structure sociale qui est très très bien rodée. Donc on n'a pas à aller s'occuper de ça. Nous, on interagit le moins possible pour ça. Alors certes, évidemment, il y a des animaux qui ne s'entendent plus parce que trop vieux, mais ça c'est la nature. On sait que les vieux animaux sont souvent un peu moins bien aimés, quoique certaines espèces, c'est pas vrai. Mais souvent, on les emmène vers la sortie, de toute façon. Chez les carnivores ou chez les loups, par exemple, c'est flagrant. Il n'y a pas le droit d'être moins bien. Un loup qui est moins bien, qui est malade ou qui est en fin de vie, la meute ne le laisse pas souffrir longtemps. Mais c'est la nature, et c'est comme ça dans la nature. Il n'y a pas de place pour les faibles, en fait. Et c'est comme ça que la sélection naturelle se fait. Nous, évidemment, on a un vétérinaire, on a toutes les équipes qu'il faut pour soigner les animaux. Mais on sait qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien de s'acharner aussi à vouloir les faire vivre jusqu'à 30 ans quand ils en vivent 20 normalement. Déjà, en parlant de vétérinaire, je vous coupe, il me semble que j'avais lu dans un article que c'était un de vos souhaits à un moment d'être vétérinaire. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu continuer comme ça, aller vers des études vétérinaires. Bon, l'histoire a fait que je suis resté au parc plus tôt que prévu parce que mon père est parti aussi sur d'autres projets à l'époque et c'est pour ça que je suis resté à la Boissière, mais effectivement, j'étais voué, c'était dans les projets de partir sur des études vétérinaires. Alors, vous habitez sur place avec votre famille? Oui, on habite Alors, sur c'est place. comment le perso, le pro, l'équilibre entre tout ça? Est-ce que facile, pas facile? Non, c'est pas facile. Joker. C'est pas facile, oui, Joker. Il y a le Toki qui est toujours à la maison, oui. Même si la maison est dans un coin du parc et voilà, on a essayé de s'enfermer un petit peu en dehors de la zone technique, mais bon, c'est évidemment très pratique d'être à 40 mètres de son bureau et 40 mètres de l'entrée du parc. Et le moindre besoin, on peut intervenir jour et nuit. Ce qui crée une proximité aussi avec vos salariés, mais aussi les visiteurs, c'est très familial. Voilà, le parc, de toute façon, a toujours été d'une réputation familiale, a toujours été réputé aussi proche des animaux. Et c'est ça qui a été un gros challenge qu'on a su garder avec les années. C'est le parc était petit au départ, les gens étaient contents parce qu'ils étaient proches des animaux, et même si maintenant le parc a énormément grandi avec des grands espaces pour les animaux, on a toujours quand même, on entend toujours les gens dire « Ah, c'est bien chez vous parce qu'on se sent proche des animaux », alors que pourtant ils sont très grands. Donc c'est quand même qu'on a su... Mais vous avez bien aménagé aussi pour ça, avec la mini-ferme. Il y a plusieurs endroits, c'est évident, puis on a des animations où on peut, même si les girafes par exemple ont 3 hectares, et il y a un moment dans la journée où il y a le nourrissage des girafes dans l'après-midi. On a cette fameuse tournée de nourrissage aussi qui fait partie des meubles maintenant et qui est important pour les gens parce que ça permet à un moment donné de toujours voir les animaux de meilleure façon. C'est évident quand on décide de mettre pratiquement 2 hectares pour des lions, on sait qu'un lion ça dort 18 heures sur 24. Il est fort à parier qu'on ne va pas toujours tomber au bon moment. Mais voilà, on a des petites choses qui sont mises en place pour ça. Et puis de toute façon, je pense que les gens aujourd'hui, ils comprennent. En tout cas, on a vraiment la clientèle pour ça. Nous, ils ont compris avec l'évolution de la Boissière qu'on n'est pas là avec un clicker pour voir les lions à 3 mètres de nous. Sauf quand on est dans les lodges. Et ils respectent bien d'avoir... un lion qui puisse être couché sur un rocher à 80 mètres. Et puis s'il faut, on revient 1 heure après, il aura bougé de place. Et ce qui est assez chouette, nous, ça a été une grosse surprise, ça, c'est qu'en mettant aussi grand, on n'aurait jamais imaginé que les lions utilisent tout cet espace. Quotidiennement, ils vont partout. Donc ça montre que voilà, là, le bien-être animal est vraiment respecté.
Et j'espère que maintenant, on espère beaucoup, on croise les doigts, que la famille va s'agrandir pour l'année prochaine, parce que là, on a maintenant un mâle et 2 femelles, et l'idée, c'est de, vu la surface, de faire une vraie belle famille de lions. D'accord. Alors, c'est ouvert aux familles, c'est ouvert donc aux écoles, et c'est ouvert aussi aux entreprises. J'ai vu que vous pouvez y avoir des séminaires sur place. Voilà, donc on a la salle de séminaire qui est dans le village des Lodges, qui fonctionne bien, hein. Aujourd'hui, c'est des séminaires évidemment atypiques, et puis on s'adapte en fonction de la demande des entreprises. Ça peut être travail le matin, visite l'après-midi. Zoolanta, jeu de piste. Oui, il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est vraiment à la carte en fait. Le resto, pas resto, manger sur place, pas sur place, une activité ludique, une activité professionnelle, visite d'une coulisse, ça marche très bien. Quand on emmène des gens sur des petits groupes, voir par exemple les coulisses du bâtiment Rhino, c'est toujours impressionnant. Tout est en XXL, tout est en très costaud, et puis d'avoir les gens aussi, c'est un petit plus, c'est un peu côté VIP, donc on le fait à part, mais pour les séminaires, entre autres, c'est d'aller rentrer dans des zones où le public lambda ne va pas. Donc c'est toujours, on est content de dire, ah moi j'ai fait ça en plus. Tout est ouvert, vous ouvrez vraiment le zoo à tous. On a vraiment, encore une fois, c'est vraiment à la carte. Alors est-ce que vous avez une actualité à nous partager ? L'actualité du jour, là, on est en plein dedans puisqu'on prépare ça à fond en ce moment. C'est le marché de Noël, évidemment. Donc, on a eu un prémisse l'an dernier, un peu au forceps, avec une décision de la préfecture, un accord de la préfecture à J-8. Donc, ça avait été un petit peu tendu, mais on avait fait un premier prémisse de 6 jours de marché de Noël l'an dernier, dans des circonstances qu'on connaît avec le Covid qui étaient compliquées. Donc là, enfin, on fait enfin un marché complet. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver à ce marché ? Plein de petits commerçants, artisans, créateurs. Là, on va avoir une douzaine de chalets dans la zone de restauration du parc. Et puis, donc cette année, le parc va être ouvert dans sa totalité. Donc on a prévu en fait, donc ce sera le 4-5 décembre, le 11-12 décembre et du 18 au 24 décembre, de 11h à 18h30. D'accord. Donc de 13h à 18h30, pardon. De 13h à 16h30, on fait une entrée payante mais symbolique à 10 €, avec l'accès à tout le parc, donc c'est beaucoup moins cher que d'habitude. Et à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, là c'est entrée gratuite avec accès au marché de Noël pour justement favoriser les exposants du marché. Et puis bon, c'est là qu'on va avoir évidemment, là il commence à faire noir et tout le parc toute la partie marché de Noël est illuminée. Et l'an dernier, on avait vraiment beaucoup que des super retours. Les gens étaient ravis de rêver un peu de Noël dans les conditions qu'on connaît, et j'espère que cette année, j'en ai aucun doute, tout le monde va revenir. Mais je vous le souhaite, une deuxième édition donc, du marché de Noël aux eaux de la Boissière du Doré. Eh bien, merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur ce plateau du vignoble A du Style en direct de chez Bière et Shop. Je vous souhaite bon vent et bon marché de Noël dans votre zoo. Merci, à bientôt. Avec plaisir.